Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de littérature, de jeux vidéo, de musique et également de manga. Et oui, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va parler d'un détective et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un détective qui a plus de 1000 épisodes à son actif, plus de 100 tomes et qui est là depuis 1994. On parle de Détective Conan. Et pour parler de Détective Conan, avec moi, des détectives, pas en herbe, mais bien confirmés, Pierre William, bienvenue sur le plateau. On a fait cette émission, je tiens à le dire, un petit peu par rapport à toi, parce que tu es prof à l'université, j'ai du mal à parler, l'université de Kobe, au Japon, et tu es l'auteur de ce super bouquin aux éditions Pix & Love. Mais écoute, je suis très content d'être ici, merci de ton invitation. Bienvenue, ça fait longtemps qu'on doit faire cette émission et on attendait que tu sois dispo. Et attention, t'es pas accompagné de n'importe qui, puisqu'à tes côtés, nous avons Steve, aussi quelqu'un qui a été fortement désiré sur cette émission. Oui, j'aime ça, oui. Voilà, tu es rédacteur de deux médias différents, Japan Live et Animascope. Ouais. Bienvenue. Bon, tu es confirmé, hein, tu es passé par d'autres médias également. Oui. Fortement recommandé par des confrères, donc bienvenue pour ta première chez nous. Merci. Et à côté de toi, Alexis, salut. Bienvenue, journaliste, auteur. Merci. Tu es venu nous voir à de multiples reprises, c'est toujours un plaisir. J'ai l'impression de parler comme au juste prix. C'est la reprise, soyez indulgents, ça fait longtemps. Donc je suis content de tous vous retrouver. Aujourd'hui, en plus, c'est une émission également, hein, tout le monde a été très demandé, comme le sujet d'aujourd'hui, qui est Détective Conan, parce que c'est extrêmement populaire, mais en même temps extrêmement niche aussi. En tout cas sur la France, mais j'ai été vraiment sollicité de part et d'autre, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire une spéciale Détective Conan. Eh bien, elle est là, elle est pour vous, donc j'espère quand même que vous allez être nombreux à la regarder. Et puis on va commencer par le début, par la genèse du créateur de Détective Conan. Bien oui, parce qu'on va parler du papa de Détective Conan. Il faut bien rendre à César ce qui appartient à César. Donc, qui peut me dire un petit peu son parcours, sa jeunesse, d'où il vient ce jeune homme? Enfin, plus vraiment jeune, hein. Tout le monde se retourne vers moi. Eh ben oui, la pression. Alors, pour résumer un peu, il est né en 1963, donc voilà, début des années 60. Pour résumer un peu, la manière la plus simple de dire, c'est qu'il vit un peu l'enfance rêvée, fantasmée, par les Français qui imaginent le Japon. C'est-à-dire qu'il vient d'une classe moyenne un peu basse, des parents employés de bureau. Il a des frères. L'un va devenir médecin, l'autre scientifique. Très pratique après quand on conçoit des meurtres, hein. Évidemment, voilà. Les tips, voilà. Et en fait, il va avoir une jeunesse très heureuse. C'est-à-dire qu'il va, voilà, comme tous les petits écoliers, je sais pas, japonais, faire des vacances à la montagne, à la mer, etc. En fait, il est né à la préfecture de Totori. Donc Totori, comme ça parle peut-être pas aux gens. Je connais Totoro, moins Totori. Et c'est au nord-ouest, en fait, de Kobe. Je fixe tout par rapport à Kobe. C'est au nord-ouest, c'est l'île principale, et c'est vraiment en bord de mer, il y a la montagne juste à côté, c'est très agréable. Donc c'est une jeunesse, voilà, vraiment heureuse. Lui-même raconte qu'il adore grignoter, manger plein de trucs, la street food, et puis voilà, après faire des campings dans la montagne. Enfin, une jeunesse agréable. Il dessine, bien sûr. Il est, voilà, une classe moyenne basse, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent non plus pour faire réalisateur d'une animation, pour acheter une caméra ou autre. Voilà, il va dessiner. Et il va très vite, en fait, être reconnu. Un peu dans le dessin, c'est-à-dire qu'il va être exposé au Daimaru, qui est l'équivalent des Galeries Lafayette, en fait, japonaise, voilà. Et à côté de ça, il va tout aimer. C'est quelqu'un qui aime tout, c'est un bon vivant, c'est-à-dire qu'il aime le sport. C'est un fanat de foot. Je sais que toi, t'aimes bien la Juve, par exemple. Tout à fait. Lui, c'était un fou de football italien, de calcio, de baggio, etc. Ah bah, il aime sûrement la Juve, alors voilà. Très grand homme. Et voilà, et c'est un fanat aussi de baseball, des Yomiuri Giants, c'est un fanat de kendo, enfin bref, c'est un fanat de sport, c'est un fanat de culture jap, quoi, c'est-à-dire les Kaiju Eiga, les films de monstres, Ultraman, etc. Et c'est aussi un fanat de littérature policière, et donc il va découvrir Conan Doyle, il va découvrir Agatha Christie, qui ont été traduits, hein. Au Japon, c'est très disponible, tout ça. Et donc voilà, donc sa jeunesse, il se cultive, et il grandit, tout va bien, et puis il va faire ses études à Tokyo. Donc. Et là, à Tokyo, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que on le voit, il a une jeunesse très, comment dirais-je, idéale. Il
il se nourrit déjà dans sa jeunesse de ce qu'il va utiliser par la suite dans Détective Conan, mais il y a quand même d'autres choses avant Détective Conan. Alexis, Steve. Vas-y. Oh, allez, trêve de galanterie, les amis. Un peu. Effectivement, avant, il a fait Kaito Kid et Yaiba, qui sont deux genres assez différents, enfin, surtout Yaiba de Conan. Donc Kaito Kid, qui est vraiment l'inspiration, enfin, c'est Arsène Lupin, le personnage de cambrioleur, donc on retrouvera ensuite dans Conan. Et surtout Yaiba, qui est plus dans l'esprit de Dragon Ball, avec de l'art martial, des combats, pas mal d'humour. Et comment il en vient à éditer ces titres? Il faut dire aussi que Totori, c'est aussi la préfecture de Leiji Matsumoto, de Shigeru Mizuki. Et je pense qu'il a été aussi bercé par ça. Et donc, il a fait des études, je crois, des études d'art. Et très rapidement, en fait, il s'est mis à envoyer ses dessins à plusieurs éditeurs. Et effectivement, c'est Shogakukan qui a mis la main dessus très rapidement. Qui a remporté le gros lot, un petit peu, on peut le dire. Ces premiers titres dont tu parles, Alexis, est-ce qu'ils rencontrent un succès? Est-ce que déjà, on voit en lui un mangaka prometteur? On se dit déjà, il y a quelque chose pour l'avenir? Ou même, est-ce que ces titres sont déjà des titres qui sont très populaires? Alors sur Kaito Kid, je vais plutôt me tourner vers William, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de tomes et qui sont sortis au fil des années. Ouais. Mais Yaiba, en revanche, il me semble que ça a bien marché. C'est ce qu'il a vraiment fait. En fait, il a une histoire très particulière quand même, parce que quand il est à la fac d'art, comme tu dis, c'est un galérien. C'est un type qui a plus beaucoup d'argent, la vie à Tokyo coûte très cher. Et il va même bosser sur le parc Disney World, à peindre les décors, etc. Enfin, voilà. Et c'est quelqu'un qui dira, moi je mangeais du curry sans viande pendant des années, j'avais plus d'argent, enfin voilà. Et il participait à des concours aussi, comme beaucoup, comme Toriyama racontait, participer au concours pour acheter ses clopes. C'est pas loin de pareil pour Aoyama, voilà. Et c'est vrai que quand il sort Kaito Kid, enfin Magic Kaito, c'est assez intéressant parce que c'est le manga de voleur. Et le manga de voleur au Japon, avec Lupin 3, même avec Katsai, etc., c'est quand même, c'est un sous-genre qui est très apprécié. Mais quand on lit les premiers volumes aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le Magic Kaito d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est du Dr. Slump un peu, c'est absurde. Oui, voilà, oui. Je sais pas si c'était... Et après, quand il sort en revanche Yaiba, et tu lis très bien, c'est complètement inspiré de Dragon Ball. C'est Dragon Ball, hein, c'est vraiment c'est les mêmes personnages. Ah, c'est Dragon Ball, mais qui fait du kendo. Voilà, exactement. Mais c'est intéressant parce qu'il va être vu par Yaiba comme un mangaka vraiment de coups, de contre, presque, comme une équipe de contre. C'est-à-dire que Yaiba, c'est 89, si je dis pas de bêtises, je sais pas de pseudo, mais c'est 89. C'est-à-dire c'est au moment où on va passer à Dragon Ball Z. Donc ça reprend la partie Dragon Ball quand il est gamin. Quand tu dis contre, c'est pour contrer ou c'est justement à contre-temps? Pour s'appuyer sur. Non, pour s'appuyer sur. Okay. En disant, t'es malin, tu dessines bien, t'as des idées, tu vas reprendre un truc qui a marché et tu vas le faire à ta sauce. Et on va s'appuyer sur succès pour faire un dérivé. Un peu, je sais pas, c'est abusé, mais l'école des champions avec Captain Tsubasa, quoi, si tu veux. Voilà. Un peu. Oui, c'est un peu. La qualité n'est pas la même. Mais bien sûr. Après, réhabilitons un petit peu l'école des champions. C'est quand même pas mal. Hein. Attends, j'ai vu que vous avez réhabilité Indiana Jones 4, donc je peux réhabiliter l'école des champions. Tu vois. Pas tout le monde. Voilà. C'est pas dans cette team. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, voilà, donc on a un jeune qui va quitter la forêt, qui est un peu naïf, qui va rencontrer les filles, qui va rencontrer un vieux maître, qui va avoir l'équivalent de Bulma un peu. Enfin bref, le méchant, c'est un peu un Piccolo Daimyo, quoi. Oui. C'est vraiment le... bon. Donc oui, c'est Dragon Ball, hein, comme tu disais, Steve. Voilà, c'est Dragon juste Ball. Ça. Mais c'est chez Shogakukan. Donc c'est quand même un peu moins musclé, dirons-nous. Voilà. D'accord. Pourquoi? Quelle est la différence avec Shueisha, par exemple? Je sais pas. Je pense que les lecteurs de Shogakukan préfèrent peut-être des histoires un peu plus, un peu plus tendres et puis des fois aussi un peu plus complexes, je pense. C'est intéressant. Je pose cette question volontairement. C'est intéressant pour Conan. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, comment sont reçues ces œuvres justement? Par exemple, pour Magic Kaito, il va l'arrêter puisqu'il va commencer Yaiba. Donc, il va publier quelques tomes. Puis après, il va le reprendre beaucoup plus tard. Et quand il va le reprendre beaucoup plus tard, il va être très embêté d'ailleurs, puisque comme c'est un personnage qui apparaît dans Conan, c'est une sorte d'univers étendu. Et dans Magic Kaito, typiquement, il y a une
fille qui fait de la magie noire, donc il y a du fantastique, donc il va essayer de raccrocher les wagons un peu dans tout ça. Ça va Oui, être très il n'y a pas dans compliqué. Conan. Hein. Ouais, non. Et pourtant, ça, c'est l'œuvre. Ils veulent souvent le dire que c'est vraiment l'œuvre de sa vie, quelque part, Maji Kaito. C'est-à-dire que le personnage fait ses mensurations, sa taille, son poids, il n'aime pas le poisson, etc. Enfin bref, il a vraiment fait son. C'est très précis. Hein. Je vois ça, ouais. Il l'a vraiment, voilà, non, mais il l'a fait comme son. Voilà, c'est lui, quoi, en fait. Ça veut dire que la relation avec son père doit pas être très simple, je pense. Oui, à part Parce ça. que, Il y a eu une enfance heureuse, on a dit. ouais, oui, mais bon, voilà, Kaito, il est pas, voilà, avec son père, Ouais. c'est quand même assez. Mais en même c'est temps, compliqué. c'est toujours des héritiers, un peu, ces héros. Ces personnages sont toujours un peu des fils de stars ou de gens un peu talentueux, on va dire. Mais en tout cas, quand il va passer sur Yaiba, ça va être un succès. Il va gagner des prix pour Shogakukan, etc. Il va vendre. Et il va vendre, ouais, bien sûr. C'est intéressant. Il vend bien, du coup, Oui, son œuvre. Et la perception du public à ce moment-là, donc l'œuvre est populaire, mais comment on le voit au niveau du public et comment on le voit dans l'industrie? Alors, on n'est pas encore effectivement à Conan. En fait, donc Yaiba marche très très bien. C'est un auteur qui, on sait, on va pouvoir compter sur lui. Et il est vrai que justement chez Shogakukan, donc justement dans le Sunday, on aime suivre les auteurs. Rumiko Takahashi, en fait, elle a jamais quitté le Sunday, ou Adachi non plus. Voilà. Et donc on se dit, ah ça y est, Aoyama, peut-être que ça va être, ça va être le Takahashi d'aujourd'hui. On va pouvoir travailler avec lui, il va faire plusieurs séries qui vont toutes marcher, comme Yaiba, et voilà. Et puis ça sera aussi des genres un peu différents. Donc on va pouvoir le lancer sur d'autres choses. Et Ce qui ne va pas être le cas. Ouais. Voilà. Ah, mais pourquoi? Voilà. Bah non, mais finalement, il va faire Conan, et puis il va faire que ça. Voilà. D'ailleurs, on dit Conan ou Conan? Conan. Ouais, mais après, Moi, je varie. Un jour, je dis moi Conan, aussi, Conan. je dis les deux, hein, parce que en principe, détective Conan, on peut dire ça. Puis alors, mais ça, on en parlera, je pense. La version US, tu quand on parlera, oui, parce qu'en US, c'est même carrément différent. Bah oui. Mais quand on parlera de son arrivée en France, moi, j'ai souvenir aussi des génériques français. Ah, ben oui, c'est dans le conducteur. Voilà, donc, c'est le dernier point du conducteur. Et effectivement, on dit Conan dans le générique. Très bien. Donc, bon, il arrive à émerger avec des œuvres quand même où il gagne en crédibilité, en prestige également et en popularité. Et puis arrive le moment fatidique. La raison de cette émission, eh bien, c'est Détective Conan ou Conan. On en arrive donc à la création de Détective Conan. Comment ça se passe? Alors, on le sait, tu l'as dit, hein, c'est prépublié dans le Weekly Shonen Sunday, qui est un concurrent hein, du Jump, on va dire, d'un autre côté, et de d'autres également. Comment on en arrive à ça, alors? C'est quoi le parcours? C'est un peu une évolution naturelle, je dirais, pour pas mal de mangaka. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais par exemple, Naoki Urasawa, on sait qu'il a dû faire plusieurs œuvres où c'était pas vraiment son type d'œuvre préféré, comme Yawara, puis Happy. Et ensuite seulement, il a enfin pu faire le thriller qu'il voulait faire avec Monster, donc quelques années avancé dans sa carrière, un peu une fois qu'il a fait ses preuves finalement et qu'il a prouvé qu'il était un auteur à succès. Et donc pour Aoyama, lui, donc il est, comme tu le disais, il est passionné d'enquêtes policières, de romans et tout ça. Et à l'époque, la référence dans le milieu du manga pour les enquêtes policières, c'est les enquêtes de Kindaichi. Du coup, il se dit ce serait intéressant de faire un manga dans ce genre-là, mais en changeant un peu la recette. Et donc, il va avoir cette idée, comme l'explique bien Pierre William dans son livre, où justement, qu'on retrouve déjà dans ses œuvres précédentes, avec un héros qui est un peu un héritier, qui a une double identité et qui va ajouter tout ce côté avec l'histoire des hommes en noir, le côté comédie romantique, l'histoire d'amour entre une jeune fille, enfin une lycéenne. Et... On est en quelle année, là? Donc, Faut le rappeler. En fait, on est en 94. 13, 87. Ouais. Vas-y. Je dis ça, c'est 93. Non, je crois 94. Parce qu'en fait, comme tu le sais très bien, tout vient des enquêtes de Kindaichi. Il faut voir que. On ne l'a pas forcément dit, mais le Japon... Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, Oui, parce que c'est quand même important de dire que, justement, tu comparais avec le Jump, mais il faut aussi comparer avec le Shonen Magazine, en fait. Ouais. Et Shonen Magazine de Kodansha, et leur titre, les enquêtes de Kindaichi, ouais. C'était monstrueux à l'époque. Hein. Vraiment, ils relançaient un genre qui était un peu en désuétude depuis quelques années. C'est de l'enquête, du roman polar. Alors là, on est vraiment plus dans la fiction anime avec Kindaichi. En fait, il faut voir...
sans faire un historique qui devrait être 3 plombs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès la fin 19e, début 20e, quand le Japon s'ouvre, c'est-à-dire à la fin de l'époque Edo, voilà, on va avoir toutes les œuvres, énormément d'œuvres occidentales qui vont être traduites au Japon, de, évidemment, Conan Doyle, Sherlock Holmes, Agatha Christie, Hercule Poirot, Maurice Leblanc, Arsène Lupin, etc. Et cette arrivée en masse, vraiment, du polar, en fait, à l'occidental, eh bien, va faire émerger des romanciers japonais de polar. Et c'est très important parce qu'on connaît Edogawa Renpo, voilà, qui fait notamment de l'Eroguro, le lézard noir, etc. Mais il y en a un deuxième qui émerge, qui est une méga star au Japon, c'est Seiichi Yokomizo. Et Seiichi Yokomizo, c'est celui qui crée Kosuke Kindaichi. Donc, ce détective star dans ses romans, c'est-à-dire, c'est un type qui est habillé avec des haillons, qui habite à, voilà, un vieux kimono, qui habite à Tokyo, qu'on invite dans le Japon auprès de famille pour voir qui a tué qui. Et le type, voilà, avec un humour un peu japonais, c'est-à-dire qu'il bégaye quand il va résoudre une affaire, il se gratte la tête quand il ne sait pas quoi faire. Mais c'est un personnage vraiment qui est inspiré de, voilà, des Sherlock Holmes et tout, mais qui est typiquement japonais. Et en fait, les enquêtes de Kindaichi, il est présenté comme son descendant, ce héros du manga. Et donc, il reprend cette idée de grande fresque un peu sociale, etc. Et c'est un mangaka vraiment plus fiction-énigme, quand même, je trouve, mais en même temps fiction sociale. Voilà. Et on le voit là, par exemple, dans l'image que tu montres ici. C'est-à-dire qu'Aoyama va prendre pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il va prendre, par exemple, les silhouettes en noir des coupables. C'est une idée toute bête, mais représenter une morphologie un peu moyenne, avec une silhouette tout en noir et tout, ça vient de... Et non identifiable également. Non identifiable, mais ça vient de Kindaichi. Et typiquement, c'était une volonté commune à la fois de son éditeur, enfin du magazine, et de lui, c'est-à-dire que le magazine, il voyait très bien que l'enquête de Kindaichi commençait à cartonner. Ça s'est prépublié en 92, donc un petit peu avant. C'est un carton. Et on lui dit, Kaiba, tu nous as fait le coup, t'as réussi à taper sur Dragon Ball. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que, par hasard, t'aimes bien le polar? Et lui, il adorait le polar, et il adorait Kindaichi. Il l'a toujours dit. Il a dit, moi, ça m'a permis de me lancer. C'est pas quelqu'un qui, voilà, va juste faire un plagiat. Il va dire, non, ça m'a permis. Et finalement, il l'a bouffé. Alors, ce que vous nous expliquez là, c'est que limite, Détective Conan, c'est limite une commande. Du coup... c'est un commun accord. C'est souvent le cas, hein, en vrai. Hein. Voilà, je pense que à chaque fois que tu fais une émission, tu te dis, ah bah tiens, quelle originalité, mais vraiment, très souvent, ça vient des éditeurs, en fait. Hein. Mais il avait quand même un goût prononcé pour le polar à la base. Les planètes se sont alignées, tout simplement. Les planètes se sont alignées, et finalement, et même lui, au départ, ne pensait pas faire une œuvre qui allait durer aussi longtemps. Et pouvoir, tu l'as très bien dit, c'est la star du Shonen Magazine, l'enquête de Kindaichi, avec Hajime no Ippo. Donc c'est le deuxième. Le deuxième, c'est juste avant Get Backers, Samurai Departure Kyo, etc., qui vont être les... Et Kindaichi, c'est quand même des gens très forts qui vont travailler dessus. Il y a un des scénaristes, c'est celui qui va faire plus tard, justement, Tadashagi, Get Backers, Les Gouttes de Dieu, etc. Donc c'est un exploit quand même d'arriver après et finalement de devenir plus populaire, même si Kindaichi a très bien vendu, et s'imposer. Enfin, c'est très rare. Mais il y a du chemin avant. Oui, bien sûr. Avant ça, il y a du chemin. Après, il a été un peu malin. Parce que finalement, il reprend les codes du détective lycéen, et il se dit, oui, mais... Alors, les premiers tomes, enfin les premiers chapitres, c'est ça, c'est un détective lycéen, exactement comme Kindaichi. Et puis, paf, voilà, et paf, arrive l'histoire. Hein, qui... Bon, on peut le dire, je pense qu'on peut... Non, mais oui, on va pas... prescription sur le premier chapitre, le premier tome, le premier épisode. Mais, voilà, donc il devient... Faisons le pitch rapidement. Hein, c'est un jeune lycéen, détective, passionné de football, fan de la Juve, bon je le rajoute, qui va se retrouver dans le corps d'un enfant et il va poursuivre, on va dire, la quête de retrouver les acteurs de cette transformation, des hommes en noir. Et puis il va vivre plein d'enquêtes différentes et surtout il va avoir une nouvelle identité, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, en gros. Ouais. Et donc, effectivement, voilà. Et les lecteurs se disent, bon, allez, on va lire un truc sur un lycéen détective. Et non, voilà, finalement, il y a le twist. C'est un gamin. Alors, ça veut dire que pendant quelques tomes, voilà, on va suivre surtout la vie de gamin.
La vie je sais pas, ils sont en primaire, Ils ont 7 ans. Ils ont 7 ans. Donc voilà, ça change quand même dans un magazine, dans un magazine de shonen, c'est pas c'était pas très courant. Oui, dans le magazine de shonen, dans le genre aussi, ça met un questionnement également dès le départ, quoi. On se dit, enfin dès le départ, dès qu'il y a la transformation qui est assez rapide, somme toute, on se dit, est-ce qu'on va avoir une œuvre finalement pour enfants ? Ouais. Mais en fait, il faut aussi dire qu'il s'est très inspiré d'une série de romans qui s'appelle Mikeneko Holmes, où en fait c'est des romans qui étaient parus dans les années 70-80, si je ne dis pas de bêtises, policiers, où on avait un détective, enfin un policier un peu débile, crédule, etc., qui se faisait aider par un chat qui... ok, d'accord. Voilà. Mais les chats, c'est quand même top tier. Et qui aidait justement ce policier en lui montrant, voilà, il faut chercher là, etc. Et ça, on l'a tout de suite retrouvé chez Conan, c'est-à-dire, il va être accueilli justement par le père de sa wannabe girlfriend, donc Kogoro Mori, etc. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a un côté marketing aussi. Tu vois, tu parlais du fait de rajeunir, mais en fait, ce qui est génial, c'est que les adolescents peuvent s'identifier quand il est grand, à Senshi Kudo, qui a 17 ans, et en même temps les écoliers ou gamins qui a 7 ans. Et ça, c'est un coup génial, parce qu'on s'adresse finalement à une catégorie d'âge qui est extrêmement extensible. Et en plus de ça, on en parlera, il y a beaucoup de personnages féminins, et c'est une œuvre qui a été qui est adorée, notamment par les femmes au Japon. Mais ça, c'est très intéressant. J'aimerais bien qu'on revienne justement sur le fait de cette pas double lecture, c'est pas le bon terme, mais ce double public qui peut toucher. Parce que nous, on a découvert sur le tard, on reviendra un petit peu Détective Conan, et on peut se dire, quand on regarde là, graphiquement, on se dit, c'est un truc pour les enfants, mais en fait, pas du tout. Alexis, il y a des choses très, très dures. Dès le début, justement, je me souviens, moi je l'ai lu quand j'avais 12-13 ans dans ces eaux-là, et c'était à la fois ce côté un peu enfantin, avec le personnage enfantin, ses amis qui sont en primaire, et en même temps des meurtres d'une violence, notamment dans les premiers tomes, qui est assez folle. Une décapitation, la première enquête dans le parc d'attractions, une décapitation avec un geyser de sang. Un musée aussi, à un moment donné. Ah oui, et en même temps, ça reste très accessible, les enquêtes sont très pédagogiques, on comprend bien, enfin, ça s'adresse effectivement à tous les publics, et je pense que c'est ça aussi qui est astucieux, c'est qu'on sent qu'on s'adresse à nous en tant qu'adultes ou qu'adolescents ou qu'enfants, mais qu'en fait tous les publics sont au même niveau. Et après, forcément, si on les relie adultes, on aura peut-être un niveau de lecture plus profond, on va dire, mais c'est quand même accessible à tous. Et je trouve que même en les relisant maintenant, ça a quand même... ce double usage a eu un souci au niveau de l'animé aux États-Unis, puisque en termes de diffusion, ça a été un peu compliqué. Mais on reviendra tout à l'heure sur l'animé. Pas qu'aux États-unis. Même au Japon, ça a été très édulcoré. Ouais. Et c'est courant, c'est quand même assez courant dans les mangas de commencer de manière très brutale, et après de passer à un peu de faire attention. Typiquement, City Hunter. Moi, j'avais un peu travaillé sur tout cas Sao Joe avant. City Hunter, si tu lis le début du manga, t'as un tueur de femmes qui torture un mec à l'arbalète en lui tirant dans les jointures de ses doigts, quoi. Et après, ça passe en mode... sympathique. Voilà, c'est quand même une notion de l'amitié. Et ça passe en mode Mokori après. Enfin, voilà, c'est très, très sombre, très, très noir, etc., avec des meurtres vraiment, en plus des gamins dedans. C'est ça, en fait, après, qui peut être problématique, c'est le fait d'avoir des choses très dures, mais en même temps à l'image des enfants. Donc on confronte quand même deux choses qui sont difficilement assimilables. Donc je pense que c'est ça qui a aussi eu un effet un petit peu choquant. Mais tu ajoutes en plus les filles qui sont rajeunies. Parce que là, on parle de problèmes, de meurtres, etc. Mais il y a un personnage qui s'appelle Aibara, qui est une fille rajeunie. Et honnêtement, Aoyama marchait sur la corde raide. Parce qu'il fait rajeunir une fille au niveau qu'à 7 ans, une majeure, la sexualisation de la fille. Il pouvait dévier, quoi. C'était pas évident. Bon, ça va, elle vit avec un vieux monsieur. Oui. Il n'y a rien de bizarre. Voilà, non, mais on sait que c'est bon. Voilà, mais je veux dire, c'est le genre de truc où c'était pas si évident, ça a bien marché, mais il aurait pu se casser la gueule sur pas mal de choses, en fait. Et Steve, l'accueil de Détective Conan dans les premiers chapitres, comment... Ça va très vite, hein. Ça va très vite. Dès le début, en fait, le manga devient une des séries phares en fait du magazine. Et puis voilà, en fait non, mais ça va dès le premier tome, en fait, c'est un carton. Est-ce que c'est une série qui était attendue par les fans des précédents œuvres ou pas du tout? Les gens, ça a été un peu une surprise
de découvrir Conan? Je pense pas que C'est la question qui tue, ça. Hein. Non, je pense pas que c'était attendu. Enfin, ah oui, alors si quand même, c'est l'animé, hein, l'animé comme d'habitude. Voilà. Mais en tout cas, l'animé qui est arrivé très rapidement à la télévision japonaise, en fait, a fait que ça a multiplié le public. Donc aussi bien finalement ceux qui ont l'habitude de lire des mangas, hein, mais aussi les autres, puisque la série a été diffusée à des horaires, en fait, je crois que c'était le vendredi, non, je crois, voilà, et à des horaires pour n'importe quel gamin, et voilà, et tout de suite, c'est devenu une idole. Alors, très bien. Parlons de l'animé tout de suite. Je l'avais un petit peu mis plus tard, mais c'est intéressant parce que, comme tu le dis, eh bien, il y a un animé qui arrive peu de temps après. Donc, en fait, on va se poser la question, mais pas vraiment, manga ou animé? Derrière ce titre un peu racoleur, évidemment, on ne va pas vous demander de choisir entre le manga et l'animé, mais il fallait bien parler de l'animé. Donc, messieurs, comme tu l'as dit, Steve, l'animé arrive très tôt. Il arrive combien de temps après le manga? Ça de 2 ans de mémoire, c'est 96, je 96, je pense. 96. Oh, c'est pas... Ouais. Ça va. À l'époque, si. Oui, à l'époque, tu as raison. Si. Autant pour moi. L'accueil de l'animé au Japon, c'est... L'accueil de l'animé est bon, mais c'est vrai que c'est très différent du manga. C'est-à-dire que tout de suite, par exemple, le sang va pas être rouge, mais plutôt noir. Voilà, on va... il coagule, ça va. mais très vite, par exemple, aussi, ce qui est typique des cadavres dans Détective Conan, c'est qu'ils ont les yeux écarquillés comme ça, c'est terrible, ça fait très peur. On va avoir des cadavres les yeux fermés. Il se repose, Pierre William, t'es dur. Je casse tout. Hein. Mais voilà, et puis on va, par exemple, pas parler de cadavres, c'est tout bête, mais utiliser corps de la victime. Donc on va vraiment essayer d'édulcorer au maximum, très peu de meurtres par arme blanche dans les fillers. On va plutôt faire des choses qui sont pas trop sanglantes. Donc on va avoir un animé quand même qui est familial, entre guillemets. T'as l'air critique quand même sur l'animé. Pour toi, il dénature quand même un petit peu le manga? Là, tu mets en porte-à-faux, là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fans de l'animé qui regardent et pas du manga. Non, mais c'est intéressant. Peut-être que ça va donner justement une raison aux fans de l'animé qui ont peut-être pas lu le manga de se mettre au manga pour avoir quelque chose de complémentaire. En fait, à la différence de Kindaichi, le manga Conan, il y a très peu de chapitres pour les enquêtes. C'est hyper péchu, ça va vite, c'est dynamique. Et c'est ça qui est très bien dans le manga, c'est-à-dire qu'on passe d'une affaire à l'autre et on ne s'apesantit pas. L'animé, aujourd'hui, on a plus de 1000 épisodes. Il y a beaucoup de fillers, il y a beaucoup, évidemment, d'épisodes qui ne viennent pas du manga parce qu'il a fallu en créer d'autres, etc. Donc il faut temporiser. Il y a du remplissage. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup plus que Naruto. Hein. C'est vraiment énorme. Surtout qu'il faut bien le dire, dernièrement, Aoyama a un peu ralenti en fait sa publication. Et donc, oui, ça fait quand même, je sais pas, quelques années où c'est beaucoup de fillers. Et puis, allez, une fois dans l'année, on reprend un peu le manga. Hein. Oui, parce que la trame, il est toujours à la recherche des mecs qui l'ont rétréci quand même. Hein. Il les croise de temps en temps quand même. Mais, c'est lui. Tous les 300 épisodes, tranquille. Après, je vais défendre moi l'animé, je pense, parce que justement, déjà, on voit d'autres choses par rapport au manga. C'est quand même un complément. Parce qu'il y a beaucoup de fillers, parce que il y a. Alors ça on l'a pas dit, mais quand même dans Détective Conan, il y a, je sais pas, 80 personnages, un truc comme ça. C'est énorme. Voilà, c'est énorme, et qu'ils soient des policiers, qu'ils soient, je sais pas, des serveurs, des copains, enfin. Et dans le manga, des fois on s'intéresse un peu à eux, mais on développe pas vraiment. L'animé permet ça, et des fois, il y a un épisode sur un inspecteur qu'on a vu 5 minutes dans le manga, mais c'est chouette de le voir, de savoir qu'il adore, par exemple, boire du vin. Voilà. Donc, non, mais c'est voilà, l'enquête est autour du vin et tout, machin, et ça met, ça caractérise un peu le personnage. Donc, ça apporte ça. Et puis, finalement, on est d'accord, hein, le début de la série est pas très belle. Malheureusement, c'est les épisodes qu'on a sur Netflix aujourd'hui, mais non, elles sont franchement, c'est pas. Le simulcast est sur ADN. Hein. Mais voilà, mais après ça sur l'animation, oui. Après, par contre, sur le son, justement, je trouve que les génériques, la musique en général est plutôt cool, et surtout, il y a quand même un côté assez
intéressant dans le manga. Donc, le fait que Conan, justement, pour cacher son identité, utilise un nœud papillon qui change sa voix pour prendre la voix de Kogoro-Mouri ou autre. Ça ressort plus dans l'animé avec sa voix d'enfant, parfois horripilante, mais quand il résout l'enquête, donc il prend la voix de Kogoro-Mouri qui a une voix très grave et tout ça. Donc il y a vraiment cet apport-là. Et puis il y a aussi ce côté où justement tu peux un peu picorer entre guillemets dans l'animé en tombant dessus à la télé ou sur Netflix. Tu te fais un épisode ou deux sur une enquête et t'es pas obligé de suivre tous les épisodes. Ouais, moi je suis plutôt dans ta team. Moi je trouve j'aime bien l'animé quand même. Et je le prends véritablement comme un complément au manga. Et puis là pour le coup tout à l'heure on parlait de différents publics. Peut-être que oui l'animé vise peut-être un public un petit peu plus jeune. Oui. Mais pour des adultes, c'est totalement regardable et au-delà même de regardable, agréable. Et ça permet, franchement, je suis d'accord sur le fait d'en savoir un petit peu plus sur le lore de Détective Conan. Mais c'est bien d'avoir cette variété. Et évidemment, on est à plus de 1000 épisodes. Bon, on est à plus de 100 tomes aussi niveau manga. Hein, donc c'est balèze. On est là depuis 94 et 96. Donc évidemment, il y a du filler. Et évidemment, il y a des choses qui ne sont pas toutes du même niveau. Mais quand même, l'animé, il a ce côté sympathique. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est l'enquête policière du dimanche après-midi. C'est ça, c'est un rendez-vous exactement comme c'est exactement ça. Moi, je suis fan d'arabesque, par exemple. Voilà. Mais c'est ça. Jessica Fletcher, je la kiffe. Et voilà. Détective. Non, mais je retrouve un petit peu ce truc et où tu peux, comme tu le disais, picorer dans le sens où tu as des épisodes stand-alone que tu peux regarder indépendamment du reste et tu regardes ton épisode, tu as une conclusion à la fin et puis voilà, tu as passé un bon moment. Et maintenant, parlons de l'arrivée de Détective Conan en France. Notre beau et cher pays, la France. Alors, on en a accueilli des œuvres. Détective Conan, ça a été quand même pas forcément l'œuvre la mieux accueillie et de la meilleure des manières, n'est-ce pas? Oh là là. Ouais, c'est clair, oui. c'est clair déjà. Quand on parlait de l'animé, la première vertu de l'animé, c'est de pouvoir développer le manga, parce que quand un animé marche, les ventes du manga augmentent, donc le manga continue, donc les deux sont liés. Et c'est vrai qu'en France, il y a une diffusion très erratique de l'animé Détective Conan. Elle arrive en quelle année en France? C'est quoi, c'est début 2000 2000, ouais. Ouais, hein. 2000. Donc déjà, on a 4 ans de retard par rapport au Japon. Ouais, et puis en plus, il va y avoir plusieurs chaînes qui vont être diffusées, donc tout va pas être diffusé. La première saison, les épisodes vont être dans le désordre. Enfin, voilà, ça va être très compliqué. Clairement, après, le manga va en pâtir quand même. Le manga a toujours vendu correctement. Oui. Mais par exemple, dans les années 2000, etc., quand il y avait le sommet de Naruto, parce qu'on parlait de Naruto tout à l'heure, le tirage d'un Détective Conan était 10 fois inférieur à un Naruto, 3 fois inférieur à un Death Note. Donc c'était bien, mais c'était pas une série phare non plus. C'était une série, voilà. C'est quand même une série qui était présente dans les 10 meilleures ventes, en fait, à chaque tome qui sortait. Voilà, il arrivait à se classer dans le top 10. Mais on est à l'époque, hein, donc il n'y avait pas autant de sorties qu'aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est ça, hein, c'est que les lecteurs de l'époque sont peut-être aussi les mêmes qu'aujourd'hui. En fait, il y a autant de lecteurs, je pense que ça n'a jamais baissé, sauf que ça a explosé depuis, donc on ne peut pas vraiment comparer. Comment se passe l'arrivée au niveau de... Je parlais tout à l'heure de la réception au Japon, mais en France, comment devient connu en fait Détective Conan? Parce qu'on est dans une période début 2000, on le disait, qui est assez charnière pour le monde de l'animation en France. On a passé un gros cap. On est un petit peu dans le creux de la vague où il y a encore quelque chose qui revient, mais pas encore des séries qui vont vraiment exploser. Et voilà, il arrive à ce moment-là, Détective Conan. Mais tu dis bien, en fait, il y a une situation qui est différente par rapport au Japon et à la France. Au Japon, quand c'est publié, donc milieu 90, on va arriver vers le sommet de la publication, justement, du Weekly Shonen Sunday. On va arriver vraiment vers le top des ventes. Et à côté de ça, en France, il y a le Club Dorothée, on passe à autre chose. Moi, par exemple, je l'ai découvert dans la médiathèque de ma ville natale, quoi. Enfin, vraiment, c'est un hasard complet. Qui était Kobe, c'est ça? Qui était Kobe, voilà. Non, mais ma petite ville de région. Moi, c'est un hasard complet, par exemple, la manière dont je l'ai découvert. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est un titre que j'ai souvent vu en médiathèque, ou même en CDI de collège, etc. Et c'est un peu ce que tu disais au début de l'émission, c'est que c'est à la fois une série connue dans le monde du manga et un peu de niche. Et moi, justement, je me souviens plus quand j'ai découvert, mais je me souviens qu'à l'époque, en revanche, on en parlait beaucoup sur des forums de fans, PK Street et compagnie.
Et qu'il y avait ce côté, on en discute entre fans, on attend le nouveau tome et tout, et en même temps, quand on va, je sais pas, dans un magasin, enfin, on va trouver au rayon manga les Conan, mais c'est pas non plus la série phare comme Naruto ou One Piece. Et en même temps, il y avait ce côté, genre, on en parle dans la communauté de lecteurs, qui est une communauté très fidèle et qui suit très bien la série, mais qui est un peu à part. Et tu es d'accord avec Steve quand il dit que les fans d'hier, c'est encore les fans d'aujourd'hui? Il y a un côté fidèle et un peu nostalgique à se dire « Ah bah tiens, il y a le nouveau tome qui sort, ça fait 20 ans que je suis la série, on arrive bientôt au tome 100. » En fait, la qualité de l'animé au Japon, c'est qu'elle arrive en fait... Enfin, il arrive à recruter des jeunes. Voilà. Justement, les gamins qui allument leur télé. Ah, c'est qui voilà, c'est Conan. En plus, il faut bien le dire, les gamins, enfin les camarades de classe de Conan, c'est exactement les mêmes que les camarades de classe de Nobita dans Doraemon. Donc, en fait, ils se reconnaissent, ils se disent « Ah ouais, c'est trop bien ». Ils ont déjà vu à un moment ou un autre. Exactement. L'image. Mais on n'a pas ça, en fait, en France. Ouais. En vrai, le problème de l'animé, quand c'est arrivé en France, c'est que c'était... donc, il n'y avait plus le Club Dorothée, mais c'est quand même AB qui a acheté la série, qui l'a doublé pas très bien, qui a fait des génériques quand même horribles. Je pense que voilà, Détective Conan est aussi connu, je pense, pour avoir le pire générique français qui existait. Donc voilà, et ça a été effectivement diffusé sur l'A3, mais comme ça, dans le désordre, et sur leur chaîne, sur les chaînes d'AB. Et puis au bout de 100 et quelques épisodes, ils ont arrêté. Enfin, ils ont arrêté d'acheter. Comme One Piece, hein, c'était eux aussi qui avaient acheté le début de One Piece. Et heureusement, d'autres sont attelés dessus. Alors que Détective Conan, non. Alors, pour vous donner un petit peu des informations sur le même registre, quand on a ramené Détective Conan ou Conan sur ADN, c'était plutôt compliqué parce qu'il y a évidemment un catalogue qui est énorme. Et donc, nous, notre envie, c'est évidemment d'avoir tout le catalogue, etc. Mais il y a un trou, en fait, d'épisodes dans le doublage. Voilà. Il y a eu énormément de difficultés. Donc, c'est pour ça que c'est une licence qui est pas facile à avoir dans son intégralité en France parce qu'elle a été maltraitée à son arrivée et par la suite. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui de pouvoir se dire on a l'intégralité de Détective Conan. C'est un peu compliqué. Après, j'ai eu quand même très souvent des échanges avec les ayants droit japonais pour faire des articles, pour faire des posters, etc. Et on m'a toujours dit, oui mais bon, l'animé, en fait l'animé ne sert qu'à faire la promotion du manga. Donc on s'en fout, quoi. Voilà. Donc effectivement, malheureusement, j'ai bien peur que ça va être... C'est compliqué aujourd'hui pour la série, et ça va peut-être l'être aussi après. Donc, Parce qu'il y a aussi la donnée des films. Détective Conan, ça va être 25 films. Au cinéma l'année dernière. Oui, c'était la première fois. Et cette année aussi. Et cette année aussi. Et c'est grâce à l'action typiquement des fans. C'est Maxime de Conan Story qui avait lancé une pétition. Ensuite, il y a Eurozoom, qui fait quand même pas mal honneur à l'animation en France, Très bon boulot. Hein. Qui a proposé le film dans les salles françaises. Mais je veux dire, tous les autres... parfois sont sortis en direct DVD, etc. Mais ils ne sont pas sortis en salle. Il y a un point qu'on m'a demandé d'aborder sur les films, qui sont faits des commandes commerciales. Bien sûr. Bien sûr. En fait, on remarque très souvent que dans un film qui sort, le thème, c'est une région, un pays... un parc d'attractions, un nouvel immeuble. Et là, justement, celui qui est sorti en France l'année dernière, c'était sur le train très grande vitesse, qui est génial. Enfin, c'est super, hein, c'est super ce qu'ils font. Et les JO, bien évidemment, d'ailleurs, qu'ils ne citent pas parce qu'ils n'ont pas eu le droit de dire olympique. Mais effectivement, je pense que... Il y a eu des commandes même monétisées, je pense, pour que, à l'intérieur d'un film de Conan, on parle d'un sujet bien précis. C'est un joli placement de produit. Mais c'est bien parce que finalement les films, c'est toujours de très bonne qualité. La qualité n'en pâtit pas. Ah non, en fait, il ramène un autre public. C'est-à-dire que typiquement, quand on lit le manga,
Et de moins en moins, Conan utilise ses gadgets, etc. Dans les films, c'est la foire aux gadgets, des ballons de football géants qui permettent d'amortir des trains qui déraillent, et ça donne envie, dit comme ça. Mais on voit de plus en plus ces gadgets. Et puis en plus, les films ne respectent pas forcément les règles que l'auteur s'était fixé au départ. Typiquement, pas le précédent, mais celui juste avant, Le Point de Saphir, qui se passe à Singapour. L'une des règles du manga, même si après il s'en éloignait parce qu'il fait une affaire à Londres, c'était que Conan reste au Japon. Et là, dans le film qui se passe à Singapour, c'est avant l'affaire Carlos Ghosn, il se met dans une malle et il arrive à Singapour. Et c'est quasiment juste avant. Tiens. L'inspiration, voilà, je voulais l'apprendre en direct. Ça vient de Conan. Mais voilà, donc il s'éloigne un petit peu. Ça parle de personnages phares. Typiquement, la famille Akai, c'est les personnages aujourd'hui qui cartonnent. Voilà. Ouais. Donc on fait les films aussi sur les personnages que les gens aiment. Voilà, oui, il y a du fanservice et il y a un petit peu un côté où on a envie d'en mettre plein les yeux. C'est vraiment, ce sont des films très chers à réaliser. Ouais, ouais. Hein, il y a une bonne qualité d'animation d'ailleurs. Hein, bien sûr. Et puis il y a beaucoup d'action. Et pas tant que ça finalement d'enquête. Ouais. Donc, mais c'est pas grave. Des foulards, quoi. Tu veux, même en tant que fan, tu te dis, bon, c'est pas dans le canon principal de l'intrigue, mais je vais au cinéma, où je le vois autrement, il y a de l'action, il y a du spectacle, il y a des rebondissements. Et souvent, d'ailleurs, à l'époque, dans les premiers films, je me souviens qu'à chaque bande-annonce, ils teasaient vachement le fait qu'on allait avoir des révélations sur les hommes en noir, ce genre de choses, ou même entre Ran et Conan. Et en fait, jamais. C'était l'art du trailer. Et même dans les OAV japonais, il y a des OAV où ils croisent Yaiba, par exemple, Conan. Donc l'autre personnage inspiré de Dragon Ball. Donc voilà, il crée un univers étendu, finalement, où chacun peut piocher. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui... l'auteur, il en est où de sa relation avec Conan? Parce que c'est pas terminé. Non. Est-ce qu'il en a un peu marre ou est-ce que... Alors on a fêté quand même les 100 tomes et le 1000e épisode. Et pour fêter le 100e tome, il a décidé en fait de faire une énorme révélation en fait, dans son tome. Et cette révélation en fait, elle amène... On peut penser qu'elle amène à une dernière partie. Voilà. Donc on peut se dire qu'il est sur vraiment... la fin. C'est le numéro 2 des Hommes en Noir, en fait, qui révélait l'identité de Rome, justement. Voilà. Alors après, c'est plus ou moins... Moi, je trouve que c'est pas amené de la manière la plus subtile du monde. C'est un peu usual suspect, mais quand on l'a vu la deuxième fois... on ne spoile pas. Là, c'est pas le premier épisode, là. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... oui, il y a le numéro 2 des Hommes en Noir qui a été révélé. Donc on se doute que maintenant, le prochain, comme tu le dis très bien... on va arriver vers la fin. Lui, il a toujours dit qu'il voulait finir Détective Conan. Autant il a dit Maki Kaito, qui est mon œuvre un peu de jeunesse, ça, j'en ai plus rien à cirer. Non, j'ai un peu envie de la laisser inachevée, faire vivre le personnage. C'est quand même 6 tomes en 30 ans, c'est ça. Avec Conan, voilà. Compliqué. Oui. Mais voilà, et effectivement, là, on s'approche d'un moment où il a aussi été très malade, et donc la publication il est plus tout jeune, a été ralentie. Faut le dire. Oh, si, quand même. Non, mais je veux dire, il doit avoir 60 ans. Un truc c'est ça, il est 63. Donc 63 quand même. Après, quand tu dessines depuis 30 ans... C'est ça, il y est depuis un bon moment, là, 94. Tu parles de Jessica Fletcher dans Arabesque. Voilà, elle a 20 ans de plus quand elle reste sous les autres. Angela Lansbury, elle a une longévité légendaire. Voilà. Non, par contre, je pense qu'il est un peu prisonnier de son succès, dans le sens où c'est la série phare du magazine. Et surtout, c'est à la fois la qualité de Conan et le truc qui en fait un prisonnier, c'est que ça se renouvelle sans cesse. Dans l'intrigue, depuis le premier tome, je crois que temporellement, il s'est écoulé 6 mois ou 1 an. Voilà. Un an, même pas un an. Alors qu'il y a eu, je ne sais pas combien de meurtres, combien de rebondissements, etc. Et du coup, pareil, un enfant qui découvre la série aujourd'hui, il y a 15 ans, un autre enfant découvrait la série, il s'attachait au personnage, au côté, il y a des enquêtes juste avec les enfants, et donc c'est cyclique. Ils ont vécu 45 printemps, 45 Saint-Valentin. Ça, c'est le côté génial que tu dis. C'est en fait, Conan, en partie, c'est un immense plan marketing. Parce que le nombre de personnages, tout le monde peut s'identifier. Et ça fait très bien là, chez Kokan. C'est-à-dire qu'au départ, on ne connaît pas les dates d'anniversaire des personnages principaux. Pas tous, en tout cas. On ne connaît pas les groupes sanguins. Le groupe sanguin au Japon est extrêmement important. C'est un peu comme l'horoscope. On ne les connaît pas. Et on va créer beaucoup de personnages de Tokyo, du Kansai, etc. pour que tout le monde puissent s'identifier, puis des personnages un peu dérivés, etc. Donc c'est aussi ça qui parle beaucoup aux Japonais, c'est un peu une famille, quoi. On peut s'identifier à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a aussi, à mon sens, c'est de plus en plus difficile de créer de nouveaux personnages. Donc il y en a qui apparaissent là, après le tome 100, etc., dans les chapitres suivants. Mais c'est un peu des personnages dérivés de personnages déjà existants. On leur donne des caractéristiques, je sais pas, c'est un peu comme dans, je sais pas, Tekken, référence. Quand on avait des personnages un peu dérivés... Notre coupe de cheveux. Voilà, non mais voilà, où c'était des personnages un peu dérivés, qui avaient pour les mêmes techniques, mais voilà. Et c'est un peu ça. Et de la même manière, il n'y a pas 36 000 manières de tuer. Ça, on n'a pas forcément parlé, mais c'était très innovant. Il y avait beaucoup de mobiles différents.
voilà, parce que pour lui, le mobile, c'était important. Fallait pas tuer gratuitement. Et fallait aussi désamorcer le mobile à la fin. Fallait dire, bah voilà, tu l'as tué, mais tu te rends compte qu'en fait, tu as fait une énorme erreur. Bah, non seulement pour le meurtre, mais aussi parce que ton mobile n'était pas suffisant. Oui, il y a mal souvent compris. cette petite morale à la fin Oui. qui me rappelle un petit peu les sitcoms des années 90 aux États-Unis où tu avais Arnold et Willy, tu avais les derniers 30 secondes où attention, tu as pris des chocolats, mais c'est pas bien. Il y a aussi ce côté Scooby-Doo. Hein. Oui. Voilà, c'est Complètement. effectivement comme dans Scooby-Doo. Finalement, on connaît les codes. On sait comment va se passer un chapitre, comment va se passer un épisode. À la fin, voilà, on retire le masque, quoi. Et aussi, en fait, comme tu disais, en fait, je sais plus. Qu'est-ce que tu disais ? La morale. Voilà, et comme dans Scooby-Doo, voilà, il y a une morale à la fin. Oui, alors c'est, je sais pas, c'est le concierge qui a fait ça parce qu'il voulait s'en mettre plein les poches. Voilà, c'est pareil. Oui, il y a à chaque fois, et même il y a parfois un traitement moral, mais de l'être humain sur vraiment un questionnement. Voilà, sur certains meurtres. Mais c'est D'ailleurs, pour ça que c'est intéressant. Ah oui, je t'en prie. Pardon. Non, la règle, c'est que le meurtrier ne meurt jamais, sauf dans la sonate au clair de lune, dans les premiers tomes. Qui est le préféré d'ailleurs. Ouais. Qui ensuite, génial, justement, Conan lui-même se dit dans une enquête suivante, il empêche un meurtrier de se suicider, justement, parce qu'il a appris de son erreur et qu'il s'en est voulu. Et le personnage lui-même, c'est intéressant, il y a certaines enquêtes où il se retrouve confronté à ses propres idoles qui s'avèrent être un meurtrier, le footballeur, dans les premiers tomes. Il joue pas la Juve, hein. Non. Il joue à l'Inter. Même ça va plus loin, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on a une vision peut-être un peu idéalisée de Sherlock Holmes et d'Hercule Poirot. Dont on parlera. Mais il faut savoir. Déjà, il s'appelle Hercule Poirot. Oui, voilà. mais typiquement, par exemple, l'une des règles dans Conan, c'est que Conan ne tue pas. Hercule Poirot, dans un des romans d'Agatha Christie, il tue. Aujourd'hui, on l'a idéalisé. Mais voilà. Et tout le monde peut tuer chez Agatha Christie. C'est-à-dire n'importe quel niveau social. C'est même, le narrateur, il n'y a que le lecteur qui tue pas, parce qu'elle n'est pas arrivée à le faire. C'est même un ressort. Hein. Voilà. Et dans Conan Doyle, Sherlock Holmes, mais la plupart du temps, il n'en a rien à faire en tant que tel. Déjà, il n'y a pas tant que ça d'assassinat. Ça peut être des arnaques, ça peut être plein de trucs. Mais parfois, il les laisse échapper. En disant, ouais, bah ok, super, j'ai résolu l'affaire, bon, je comprends un peu ce que tu as fait, voilà. C'est pas. Bonne journée. Non, mais c'est pas. Il fait ça pour le défi intellectuel, mais c'est très froid. C'est pas quelqu'un qui va avoir. Là, c'est très empathique. Conan, il va essayer de comprendre la victime. C'est limite narcissique hein, sur Sherlock Holmes. Hein. C'est ça, il va essayer de comprendre le meurtrier. Et en même temps, il va pas non plus être dans le thriller contemporain avec les serial killers qui tuent pour rien. Ça non plus, il voulait pas. Il voulait pas un héros qui fait face à des meurtriers qui tuent pour rien, sans raison. Parce que le gros problème des mangaka et des auteurs de polar, on n'en a pas trop parlé, c'est qu'ils sont aussi sur une corde raide par rapport au fait d'inspirer des criminels. Et ça, c'est un vrai problème. Surtout au Japon, avec... Il y a eu des histoires. Voilà, il y a l'histoire entre le ciel et l'enfer de Kurosawa, par exemple, qui est un des grands films de Kurosawa des années 50, si je ne dis pas de bêtises, ou sur un ravisseur d'enfants. Et dans ce film-là, il va montrer une technique pour payer une rançon. C'est-à-dire, il va montrer les policiers et la famille des victimes qui prennent un train et qui vont dans les toilettes ouvrir une fenêtre de quelques millimètres pour faire passer une rançon. Évidemment, le train continue et le ravisseur peut récupérer la rançon. Et ça a inspiré des kidnappings d'enfants au Japon. Et ça a été beaucoup reproché à Kurosawa à l'époque. Et donc, Aoyama, il est aussi sur la corde raide vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve des meurtres innovants, qui soit technique, mais en même temps pas trop technique, quand même un petit peu réaliste, même s'il y en a certains quand il y en a certains, bon, ça devient un peu, voilà. Mais il est sur la corde raide. C'est pas facile d'être un auteur à succès de polar au Japon. Donc il va essayer de s'appuyer aussi sur l'actualité. On va voir beaucoup plus d'arbalètes, parce qu'au Japon, depuis quelques années, il y a beaucoup de meurtres par arbalète. La législation est très light sur les arbalètes. C'est la mode de l'arbalète, oui. Dans le dernier Yakuza et la queue Dragon, le jeu vidéo, tu as un clan, par exemple, qui se bat à l'arbalète. C'était la mode du bilboquet, il n'y avait pas si longtemps que ça. Ça aurait fait des super meurtres, pourtant. mais voilà, donc il est un peu aussi, il faut qu'il se renouvelle, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop réaliste pour inspirer. Donc c'est pas évident. Est-ce qu'on lui a déjà reproché des choses ? Pas à ma connaissance. Non, je pense pas. On n'a pas dit, tiens, il y a eu ce meurtre-là, il l'a vu dans Détective Conan. Je pense qu'on lui a juste reproché de se marier avec la doubleuse de Conan. Je pense que ça, il faut le dire, ouais, c'est un peu fou, ça, quand même.
Il s'est marié avec... Quelques années, ouais. il y a- 2 ans, hein. Il est resté 2 ans avec, 2 ans, mais ouais. oui, Mais effectivement, c'est- c'était un peu Ouais, bizarre. Un peu le moment potin, ragot. Voilà, Et, exactement. oui, c'est assez... Et il y a un assez clin chelou. d'œil marrant à la doubleuse dans le manga, puisqu'il rencontre un moment une chanteuse du groupe Two Mix, et qui en fait a le même nom, et toute l'enquête dit « Ah, mais c'est marrant, vous avez la même voix, puisque dans la vraie vie, c'est sa doubleuse. » Ouais. Il fait beaucoup de clins d'œil. Il répond aussi beaucoup aux fans. Des fois, il va faire des enquêtes aussi parce que des fans veulent une enquête, par exemple, pour que les parents du héros de Shinichi et du kid se rencontrent, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, il va aussi, ça c'est un autre problème à mon sens, hein, c'est parfois répondre aux attentes des fans. C'est-à-dire qu'au départ, Un peu trop. Oui, un peut-être peu même. trop. Voilà, il y a les personnages phares, on les connaît, donc on s'adapte un petit peu, on les fait venir de plus en plus. Typiquement, le kid, au départ, on le voyait très peu. Et on le voit de plus en plus. On le voit parce qu'il va essayer de voler ses affaires de vol, évidemment. Hein, donc, et il essaie de se renouveler comme ça aussi, en changeant un petit peu de type de fiction. Comme finalement Toru Amuro, qui est devenu, je pense, le personnage préféré des Japonais. C'est clair. Et voilà, il y a une réponse assez rapide, déjà de le mettre dans beaucoup d'épisodes et de lui offrir tous les films pratiquement. Et puis de faire un spin-off uniquement sur lui. Qui va être en fait adapté en animé, qui est en fait l'animé qui va arriver sur Netflix. Je ne sais plus quand. L'année prochaine Non, c'est cette année-là. Ah, c'est cette année genre oui, le mois prochain. 2022. Oui, parce que oui, tout sort. Il y a Wild Police Story, le spin-off. Il y a le nouveau de l'apprenti criminel, qui est un des spin-offs qui existe depuis longtemps. Moi, j'ai une crainte par rapport à tout ça, c'est que ça dilue justement un petit peu... En fait, là, ils sont obligés de faire ça. Enfin, justement, il y a Wild Police Story et Zero No Tea Room, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et qui arrive là, ce printemps au Japon, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'histoire, en fait. Il n'y a plus d'histoire à adapter de Conan. Enfin, Ils sont en galère. voilà, ils sont en galère. Donc, Et ça veut l'animé dire ne que peut pas continuer enfin, oui, c'est logique, l'animé ne peut pas continuer sans le matériau de base, sans le manga. c'est ce qu'il a fait quand même ces dernières années. Mais Pas au sur bout d'un l'histoire. moment, Ouais. voilà, au bout d'un moment, faut quand même faire des choses un peu plus qualitatives, on va dire. Donc voilà, ces adaptations arrivent. Je pense que ça va être sur plusieurs saisons et on reprendra, je pense, la série principale dans quelques mois. On parlait tout à l'heure des fans de Conan. Il y a une vraie communauté en France aujourd'hui. Je les salue d'ailleurs, que ce soit sur Twitter ou des fansites, etc. C'est vraiment des gens très actifs et qui militent pour la reconnaissance de Détective Conan. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, en France, Détective Conan n'a pas la place qu'il devrait avoir? C'est-à-dire que c'est une œuvre quand même... aujourd'hui, qui est faramineuse en termes de tomes, en termes d'épisodes et en termes de lecteurs, du coup. Est-ce que pour vous, comme on le disait tout à l'heure, c'est encore trop niche, ça devrait être beaucoup plus grand public par rapport à la qualité de son œuvre? Moi, je pense que ça gagnerait à être connu comme à l'époque. Après, le contexte n'est effectivement pas le même, puisqu'à l'époque, quand il y avait 20 ou 30 tomes, on pouvait se lancer dans la série en se disant « bon, c'est long, mais voilà », et ensuite continuer à suivre. Aujourd'hui, on se dit « ah, il y a 100 tomes, faut quand même que, si je me lance, il faut que je lise les 100 tomes ». Enfin, c'est un investissement financier, de place et tout ça. Après, je pense que ça gagnerait à être connu. On parlait des médiathèques. Je pense que c'est un bon manga pour rentrer justement dans l'univers du manga si on n'est pas lecteur. C'est aussi une série qui est très intéressante parce que, à titre personnel, ça apprend beaucoup de choses sur la vie au Japon. Je serais à dire sur la meurtre. On était à 2 doigts d'un dérapage, là. Ah, aussi, mais bon. On apprend beaucoup de choses sur les us et coutumes au Japon, sur les régions, parce qu'ils se baladent beaucoup. C'est une carte postale. Voilà, on apprend beaucoup. Des fois, il y a un épisode sur telle préfecture, telle ville. Alors, en fait, il ne se passe rien pendant les 10 premières minutes. Ils vont juste visiter. On montre les monuments, on montre ce qu'on y mange, voilà, et c'est tout. Mais je pense qu'il faut quand même rendre un hommage malgré tout, c'est que le manga a quand même été bien traduit. Il y a eu plusieurs traducteurs qui sont succédés. Le premier, c'est Thibaut Desbief. Donc Thibaut Desbief qui a plus tard obtenu le prix Konishi, donc de traduction de manga, quand même, pas pour Conan, mais c'était son œuvre de jeunesse. Qui a fait tout Urasawa. Et voilà. Et justement, moi, je l'avais interviewé pour cet ouvrage-là, et il m'avait dit typiquement, moi, c'est une des premières œuvres que j'ai traduites, et il y a notamment une enquête, j'arrivais pas à la traduire. Et donc, je l'ai réinventée. Et donc, il y a dans le manga une enquête pour les Français où il y avait trop de kanji, il y avait trop de machins, etc. Et donc, il a réinventé, il en a fait un truc super. Je pense que pas mal, c'est traduction et adaptation pour le coup. Et voilà, pour le coup, c'est-à-dire qu'il gérait aussi la pagination du courrier des lecteurs, etc. Il y a beaucoup de courriers de lecteurs à l'époque, et c'était très drôle parce qu'on voyait aussi le retour. Les Japonais adorent Détective Conan.
les jeunes filles, et voilà, 30-40 ans, il y a une vraie passion. Mais les Françaises étaient beaucoup choquées. On le voyait dans les courriers des lecteurs du manga, en disant, non mais attendez, il n'y a que 2 types de femmes, il y a les femmes japonaises soumises, et il y a les femmes à l'américaine, voilà, comme Vermouth, etc., des hommes noirs qui fument, et c'est très caricatural. Donc le manga, au départ, était aussi un peu clivé à ce niveau-là, en disant, mais vous êtes un peu caricatural. Voilà, enfin, caricaturou pour le coup, pluriel. Mais pour le coup des médiathèques, enfin, moi, quand j'ai travaillé sur le bouquin, je me suis dit, je vais les relire en français, voir un petit peu ce que c'était il y a quelques années. Avant de partir au Japon, je suis allé à une bibliothèque à Paris que je ne connaissais pas, mais pour enfants. Vous montre. Voilà, la bibliothèque Courcelles, donc je les salue, qui est une bibliothèque pour jeunesse, voilà. Et j'ai pris des paquets de mangas pour les relire comme ça. Et au guichet, les 2-3 personnes qui étaient là me disent, c'est incroyable cette série-là. C'est incroyable. Tu vas voir, tu vas les découvrir, c'est incroyable. Oui, je connais un peu. c'est incroyable. Et c'était génial parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, voilà, dans ma région, en Auvergne, les bibliothécaires m'avaient dit ça à l'époque. Mais tu vas voir, nous, on l'a lu, c'est super. Et donc, c'est vrai que c'est une œuvre un peu de bibliothèque en France. C'est très curieux par rapport à d'autres. Et c'est très curieux parce que la bibliothèque, ça n'a pas forcément un bon écho par rapport au manga. Ça donne une image tout de suite un peu faussée, en fait. Alors que tant mieux, j'ai envie de dire. C'est gratuit. C'est gratuit, Quasiment. c'est accessible. Exactement. Quoi. Je veux dire, au plus grand nombre, c'est, encore une fois, même si on est passé à l'ère du numérique, les bibliothèques, c'est des lieux importants. Et moi, je suis extrêmement heureux de voir du manga en bibliothèque, chose qui n'était pas du tout d'actualité à mon époque. On avait de la BD. Voilà, on était déjà contents. Déjà. Hein. C'était déjà pas mal. Hein. On arrive à la fin de l'émission. La dernière question, c'est qu'est-ce qui explique pour vous la longévité de Détective Conan ? À part le business. À part le business, à part faire plein de personnages, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de références. Ça, dans le polar, c'est très différent de la science-fiction. Les gens qui aiment le polar, par exemple, ils aiment, notamment les auteurs, les écrivains, etc., ils aiment qu'on leur parle de polar, des références, etc. Donc il y a beaucoup de références qui parlent à beaucoup de gens, des clins d'œil, etc. Et à côté de ça, il y a une idée géniale, c'est les hommes en noir. On n'en a pas trop parlé, mais les hommes en noir, c'est l'idée de mettre Sherlock Holmes et Watson, mais en face, avec gin et vodka. Et en fait, de renverser le schéma du roman policier, en fait, le plus célèbre, Sherlock Holmes de Conan Doyle, en mettant un mec ultra brillant de jean, voix de sang-froid, qui tue, etc., et un mec à côté un peu débile qui est son porte-flingue, comme Watson l'est dans beaucoup de... Voilà. Donc, il va s'inspirer des codes, à la fois japonais, à la fois européens, et il va les renverser. Et ça va paraître naturel. Et c'est vrai je pense, on l'aime pour des raisons différentes. T'as les comédies romantiques, t'as les meurtres, etc. Et il y a plein de points d'accroche, je trouve, dans le manga. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je trouve que on en parle beaucoup, logiquement, comme un truc policier, mais c'est aussi une intrigue vraiment à tiroir. Il y a tout le côté sur la double identité de Conan. Il y a des chapitres régulièrement où on se dit ah merde, il va se faire gauler par Ran ou par les hommes en noir. Il y a la romance. Il y a aussi les personnages comme Kogoro, qui est un peu le gros nigo empoté et tout. Et en fait, il y a des enquêtes où il révèle que quand même ça a été un bon flic et il a des sortes de fulgurances. Donc il y a tout ce côté suivi des personnages sur tout un moment. Et d'ailleurs, Thibaut le disait dans ton livre, que c'était au Japon, en tout cas, ça faisait partie, Conan, de la mémoire collective des Japonais. Et je pense qu'il y a ça, en tout cas, chez les fans en France. Quand tu vas dans un combini au Japon, il y a quelques mangas, dans tous les combini, les Lawson, les 7-Eleven, etc., il y a toujours un Conan ou deux, avec évidemment à l'époque, il y avait un Berserk, il y avait l'Attaque des Titans, il y a toujours un ou deux. Donc c'est pas forcément l'œuvre qui aujourd'hui, qui attire les jeunes. Les jeunes, c'est Jujutsu Kaisen, c'est Kimetsu no Yaiba, enfin voilà, Demon Slayer, l'Attaque des Titans, bref. Mais ça reste, il y a une présence. Alors ça n'attire pas forcément les jeunes, mais ça attire quand même les enfants. Parce que l'animé, il est quand même... il recrute. Voilà, il recrute. Et c'est en fait, comme c'est une série qui propose finalement des épisodes indépendants, même s'il y a quand même une intrigue principale, n'importe quel enfant peut le commencer à n'importe quel âge. Et donc c'est pour ça, je pense qu'à l'arrivée, on pourrait, c'est comme, je sais pas, oui, c'est comme Colombo ou Arabesque, mais aussi comme Merci de reciter Arabesque, ça me touche particulièrement. Et comme les Feux de l'amour, en vrai. Voilà, ça sera toujours là, je pense, moi, personnellement. Très bien. Mais écoutez, merci, messieurs. Oh là là, beaucoup de mal pour cette émission à articuler, mais c'est l'émotion qui parle avant toute chose. Messieurs, merci beaucoup. C'était super cool. Je rappelle ton livre, ici, Pierre William, hop là, chez Pix & Love. Merci beaucoup. Merci. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Détective Conan. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine aussi pour une nouvelle aventure. Vous allez voir, ça va être génial. Aucune idée de ce que ce sera, mais ça va être génial. À bientôt.